mes amis, merci Jacques Millard, maire de Maisons-Laffitte, et candidat sur la circonscription, 5e circonscription des Yvelines. celle de Yael Braun-Pivet. Qui Yael Braun-Pivet. Alors donc, je voulais que tu nous parles de ta campagne rapidement, puisque évidemment, moi, je pense qu'il faut battre Emmanuel Macron quoi qu'il arrive, et ses sbires. Et donc, je soutiens Jacques Millard, même si l'Alliance centriste, à laquelle j'appartiens, présente une autre candidate, mais que j'entoure de mes voeux, qui est Ingrid Larose. Mais je voulais quand même donner la parole à Jacques Millard pour qu'il nous parle de sa campagne, de son projet. Tu as fait une excellente lettre avant-hier soir que j'ai reçue, et je me suis dit, mais Jacques, il faut qu'il nous dise de vive voix ce qu'il y a dans sa lettre qu'il a envoyée à son réseau. Tu dis quoi, Jacques? Pourquoi tu te présentes Alors, moi, c'est tout à fait simple. Premièrement, je pensais qu'il y aurait une dissolution au moment du budget. Et j'ai toujours dit… En septembre. En septembre. Et j'ai toujours dit que s'il y avait dissolution, je me présenterais. Quand le président a annoncé à la surprise générale la dissolution le soir des élections et des scores du scrutin des européennes, j'ai immédiatement annoncé ma candidature. Et je l'ai fait de telle manière que, bien évidemment, j'ai un profil politique. Bien sûr, je suis LR, mais mon profil… existe encore. Oui, c'est-à-dire, c'est une marque, on va dire ça comme ça. C'est comme Coca-Cola. Oui, mais je veux dire, il faut avoir des repérages. C'est-à-dire que, à la différence de M. Verhaeghe, je ne suis pas connu pour être du PCF. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que j'ai un label politique connu avec, il est vrai, un apport personnel assez fort. Je veux dire par là que mes prises de position n'ont pas changé depuis des années, des années. Je suis connu pour être pour l'Europe des nations, d'avoir voté contre Maastricht, d'avoir voté contre le traité de Lisbonne, qui venait après les référendums perdus par Jacques Chirac, et faire voter à nouveau dans la foulée le traité de Lisbonne au mépris de la décision du peuple, ça a ruiné, bien évidemment, la confiance des Français dans les politiques. Or, pour ma part, j'ai résisté et je peux vous dire que même si Sarkozy m'a très souvent téléphoné pour que je change d'avis, je n'ai pas changé d'avis. Donc, ce qui est évident, c'est qu'un politique, il doit agir en cohérence. Il doit agir en cohérence et il doit avoir des convictions fortes et ne pas être une girouette au gré des circonstances. Il doit savoir faire face, il doit savoir maintenir les positions, et ces positions, elles sont le résultat d'une analyse qui est effectuée au fil des années, et que la France, aujourd'hui, n'a plus de politique étrangère, elle est vassalisée aux États-Unis, et de surcroît, en Europe, elle n'a plus la maîtrise de beaucoup de choses parce qu'elle est dans une technocratie européenne dans laquelle on a souscrit d'ailleurs, et qui bride pratiquement beaucoup de choses, dont la politique industrielle qui n'existe pas, dont un certain nombre de positions pour investir. Et donc, on est aujourd'hui dans un carcan. Et il va falloir en sortir. Alors, vous allez me dire, mais… Tu veux dire qu'on va sortir de l'Union européenne? Non, non, non. J'ai dit le carcan. Je n'ai pas dit l'Union européenne. Je parle des difficultés qui font aujourd'hui qu'on n'est plus capable de mener une politique économique stable parce qu'il y a des règles. Il y a notamment l'article 123 du traité TFUE, du traité des fonctionnements de l'Union européenne, qui interdit, par exemple, aux banques de faire des avances à l'État, c'est-à-dire ce qui était les avances au Trésor. Ça paraît rien, mais en réalité, on a mis les États sous la tutelle des marchés internationaux.
C'est aussi simple que ça. Alors qu'un État, il a des missions régaliennes à remplir. Oui, mais enfin, Jacques, tu sais très bien que si on rétablit ça, l'État va s'endetter à Pas tue-tête. du tout, pas du tout. Mais c'est là où justement, mon cher Eric, tu ne connais pas le système. C'est que les avances qu'on faisait, notamment sous la 4e comme sous la 5e, ce sont des avances qui étaient restées dans les comptes de la Banque centrale sans pour autant qu'on les rembourse un jour et que ce qui s'est passé, c'est qu'au fil des années, ça s'amenuisait. Donc, si Mais on ça n'est plus existe capable, encore en loi de pardon? finances. Ça existe encore en loi de finances. Ce n'est plus à la banque qui le fait, la Banque de France, c'est la Caisse des dépôts. La Caisse des dépôts Non, assure la non, la Caisse trésorerie d'un des certain dépôts, nombre de ça n'a rien à dépenses. voir. La Caisse des dépôts, elle fait des prêts. C'est différent. Non, elle fait Tandis que des les avances en avances. Mais non, trésorerie. mais il faut réapprendre ce qu'a été le Il faut financement. lire les lois de finances et les Non, lois de non, non, financement non. de la Il sécurité faut sociale. réapprendre les lois de finances telles que l'investissement a été fait sous la 4e et la 5e grâce aux avances de la Banque centrale au Trésor pour l'investissement. Bon, c'est un point parmi d'autres. Il faut retrouver l'aménagement du territoire. Hein, qu'on nous emmerde avec les lois SRU, les lois Elan, en région parisienne, on raquette les collectivités alors qu'il existe des centaines de milliers de logements sociaux et vacants en province. C'est ça le problème. Si on ne retrouve pas l'aménagement du territoire, on va dans le mur. Si on continue, je dirais, de densifier la région parisienne, de faire venir les gens en région parisienne, on ne peut plus bouger en région parisienne. C'est aussi simple que ça. Donc c'est une série, c'est une philosophie politique fondamentale qu'il faut changer. Or, moi j'ai un objectif, eh bien, c'est de chasser les macronistes. C'est simple. Tout simplement parce qu'ils sont responsables avec Macron de cette situation de gabegie dans laquelle nous sommes. Nous avons bien sûr des finances qui sont dans les choux, nous avons une insécurité, nous n'avons pas la maîtrise de nos frontières. Donc ça suffit. Il faut reprendre, il faut que le peuple reprenne en main son destin et reprenne la maîtrise du territoire, la maîtrise des frontières, la maîtrise de ses investissements sans être emmerdé à longueur de temps par les gnomes de Bruxelles. Voilà. Donc, si on ne fait pas ça et si on continue au fil de l'eau, que ce soit en matière économique, absence de politique industrielle, hein, c'est le tout concurrence. Si on continue avec, en laissant entrer l'ensemble de ces émigrés, car nous avons créé avec, je dirais, notamment les ONG qui ont une responsabilité phénoménale sur cet appel que nous avons créé parce que les pauvres airs qui sont en Afrique ou ailleurs se disent bon, on va en baver, c'est vrai qu'on a une chance de mourir en Méditerranée, mais on a des ONG qui vont venir nous récupérer et au bout de 6 mois, bon, ça va mieux se passer, on sera Bon, établi. Voilà. Jacques, dire on a une chance de mourir en Méditerranée, on a plutôt un risque de mourir en Méditerranée. Oui, oui, pardon, excuse-moi. Je veux dire, oui, c'est un peu gros. Bon, emporté par l'élan, etc. Bien sûr que c'est un risque, mais on a bien vu comment, et on le voit, comment toutes ces ONG sont en relation avec les passeurs et que dès que les passeurs lancent un bateau, ils téléphonent aux ONG en disant il est parti, vous allez le récupérer. C'est inadmissible et l'État et l'Union européenne, et on ne fait rien pour bloquer ça. Hein, c'est aussi simple que ça. Donc, il faut reprendre tout ça. Et pour reprendre tout ça, il faut avoir un gouvernement qui soit le gouvernement qui ait la confiance du peuple. Ça ne va pas être très simple. Ça ne veut pas dire qu'il va y avoir des sacrifices. Je pense qu'il y a des possibilités de trouver des économies dans des réformes de structure. On a un empilement, notamment les communes, les communautés d'agglo, les départements, les régions, etc. Donc, il y a un moment, il faut simplifier l'organisation administrative. Je ne vais pas me faire des copains avec ça, parce que il est clair. Jusque-là, tu es modéré. Non, je suis modéré, mais quand je dis qu'il faut effectivement complètement, je dirais, mettre un terme, Mets-toi bien au notamment. milieu de ton écran. Voilà. Pardon, voilà, je suis bien là, voilà. Et donc, il y a cette nécessité Est-ce qu'il y a à trop de mettre en. profs? Pardon? Est-ce qu'il y a trop d'enseignants? C'est pas une question de trop d'enseignants. C'est une question, effectivement, que leur redonner les pouvoirs, leur redonner la confiance pour enseigner et pas être chahuté dès qu'il y a un problème.
C'est-à-dire que s'il y a des petits merdeux, pour ne pas les nommer, qui sèment la zizanie dans la classe, on les sort, on les met dans une unité particulière et ils ne viennent plus emmerder les autres. C'est aussi simple que ça. J'ai toujours cité ce que Braque de la Perrière avait fait, où il avait rattrapé des gamins, il les avait fait encadrer par des militaires à la retraite, lever le matin au drapeau et bien évidemment, on avance. Et donc, si on n'est pas capable de remettre en place des unités, je dirais, entre guillemets, de rééducation ferme, eh bien, on sera toujours emmerdé par un certain nombre de gamins qui terrorisent notamment un certain nombre de professeurs. Bon, c'est aussi simple que ça. Et puis j'ajoute… Est-ce que le savoir des enseignants est encore adapté au monde moderne? Est-ce que tu n'as pas l'impression qu'il y a des enseignants qui sont perdus dans Internet, dans tous les accès contemporains au savoir? Oui, mais alors le problème, c'est que ce n'est pas Internet qui va t'enseigner véritablement ce que tu vas devenir, je dirais, comme professionnel. Il y a un moment, moi, je suis très frappé par le succès des lycées professionnels, parce que les lycées professionnels enseignent des choses, je dirais, dans lesquelles la main et l'esprit travaillent ensemble. Hein. Et donc, c'est là où, et qui plus est, moi, je connais beaucoup de gens qui sont devenus ingénieurs et qui ont commencé dans les lycées professionnels. Donc, c'est ça qu'il faut développer. Il ne faut pas simplement croire que c'est avec l'histoire de l'art qu'on va trouver, bien évidemment, toute la compétence pour faire face au monde moderne qui change régulièrement. Il faut bien sûr développer les relations, l'enseignement scientifique, ça c'est très important. Et bien sûr, ça signifie que quand on a des gens qui n'aiment plus la France, parce qu'il y en a malheureusement, ben, ces gens-là, il faut leur dire d'aller vivre ailleurs. C'est aussi simple que ça. Hein. Tu veux dire parmi les élèves ou les parents d'élèves? Parmi des zones dans lesquelles effectivement nous avons, entre guillemets, du séparatisme, où nous avons des gens qui ne veulent plus se considérer comme français. On a trop d'exemples à ce propos. Donc tout ça, c'est un ensemble. Ça veut dire de la fermeté, ça veut dire qu'il faut réenseigner ce qu'est la France. Hein. C'est clair. Lisez notamment moi je lis toujours avec le bouquin de Bloch, Une étrange défaite, où combien cet homme, je dirais, était français, n'est-ce pas? Et c'est ça qu'il faut renseigner. Et c'est jouable, parce que je vais te dire, on a peut-être des petits corneaux dans certaines banlieues, mais nous avons une très belle jeunesse par ailleurs, et qui réussit, et qui travaille. Hein. Y compris dans ces banlieues. Y compris dans ces banlieues, parce qu'il y en a qui veulent effectivement s'intégrer. À partir du moment, l'intégration peut fonctionner, mais elle fonctionne pour celles et ceux qui le veulent. C'est aussi simple que ça. Pas ceux qui ont la volonté, je dirais, de cracher à la figure de la France à longueur de temps. Qu'est-ce qu'on propose à ceux qui veulent réussir, à ceux qui veulent s'intégrer? Mais je propose, bien sûr, qu'ils doivent aller obtenir des diplômes universitaires, une formation, et ça c'est jouable, parce qu'il ne faut quand même pas oublier que le budget de l'instruction publique, de l'éducation nationale, est l'un des meilleurs budgets de France, alors qu'on ne va pas me dire que ce n'est pas possible d'avoir des enseignants, et ça marche, mais bien évidemment, il y en a qui ne veulent pas, il y en a qui font les imbéciles et qui sont des criminels dans les banlieues. Eh ben, ceux-là, je suis désolé, la sanction doit tomber, point barre. Hein. Et je suis pour la la zéro tolérance. Parce que si vous avez le laxisme, vous savez, je dirais, l'autorité, c'est un ensemble de choses. 1, on respecte les profs. 2, on ne casse pas. 3, on aime la France. Et si vous n'aimez pas la France, eh bien, il y a un moment, on va vous attraper par le callback, on va vous mettre dans des unités où on va vous enseigner un peu de manière forte qu'il va falloir changer d'attitude, sinon vous allez avoir des problèmes. C'est aussi simple que ça. Hein, parce qu'il y a un moment, toute la politique, en réalité, dans certaines banlieues, on a conduit depuis des années la politique de la victimisation. Ces pauvres petits canards, s'ils ne sont pas bien dans l'ordre, c'est que c'est la société qui est mauvaise. On a pratiqué une politique de l'assistance sociale, et bien ça doit être terminé. Hein, c'est pas là. J'entendais tout à l'heure encore une gauchiste
parler de la nécessité d'avoir une police de la proximité. Mais enfin, ça suffit. Les policiers ne sont pas des assistantes sociales. Il faut arrêter. Hein. Mais Jacques, tu es quand même d'accord pour dire que les policiers doivent respecter la loi. C'est-à-dire que moi, qui vis dans des quartiers difficiles, je vois quand même régulièrement des policiers se prendre pour des cow-boys et considérer qu'ils sont là pour montrer alors, je vais te dire, les droits des citoyens. Ils s'en foutent un peu. N'exagère pas. N'exagère pas. Écoute, là, je l'ai vécu plusieurs fois. Tu es en train de jouer les gauchistes de service, ça ne te va pas. Hein. Écoute, bon. C'est pas gauchiste de service. Moi, j'ai assisté à des scènes mais tu peux avoir, où les policiers te considèrent comme suspect parce que tu demandes juste l'application de la loi, y compris quand tu te demandes moi, je vais te dire, ils en ont pris plein la figure, pour pas dire la gueule, dans les émeutes. Hein. Il faut arrêter. Et il y a un moment, quand le policier qui a 25, 26, 30 ans, etc., et se fait canarder comme il s'est fait canarder, il y a un moment où effectivement, il faut avoir une sacrée sérénité pour ne pas, je dirais, se mettre un peu en porte-à-faux. Tu vis dans une banlieue chic, mais nous qui vivons mais arrête. On voit bien la difficulté qu'il y a à avoir un service public de l'ordre qui soit au service des citoyens et qui ne soit pas un truc… je suis bien d'accord, mais tu es en train de théoriser. Quand tu entends, écoute-moi, quand tu as eu des émeutes, quand dans certaines villes des Yvelines, les policiers ont été assignés pendant des heures et qu'on leur disait « sale blanc, tuez-les tous », etc., crois-moi, ça, c'est pas du roman feuilleton à la Véraille. C'est la réalité. Mais Jacques, moi, je vis dans les quartiers difficiles, c'est pas ton cas. Eh ben alors, si tu vis dans les quartiers difficiles, des banlieues les plus chics. Moi, mais non, mais moi, je te parle pas de Maison Lafitte. Jacques, j'ai signalé des cas de voisins, de voisines, d'enfants maltraités à la police, et ils sont venus chez moi. Les policiers sont venus chez moi me dire vous êtes raciste, c'est pour ça que vous signalez des cas d'enfants maltraités. C'est imbécile, à un moment donné, tu te dis, mais je suis dans un monde de cinglés, c'est-à-dire que la police, elle protège les délinquants. Les émeutes que nous avons connues, il est exact qu'il ne s'est rien passé à Maison Lafitte. Si tu me demandes pourquoi, je ne sais pas. Mais ce qui est certain, c'est que ça a pété partout autour. Hein. Ben moi, ce que je te dis, c'est qu'il y a plein de citoyens honnêtes qui ont peur de la police parce que la police ne renverse pas les rôles. L'illégalité. Non, tu renverses les rôles. Il peut y avoir… Non, écoute-moi bien. De ce que je vois au jour le jour. Mais attends, tu vois le jour le jour. Faut pas exagérer, tu as un procureur, tu le signales et il y a des enquêtes. Non, hein. Je te garantis que c'est impossible. Jacques, je l'ai vécu dans des tas de situations où je cherchais à aider la police. La police m'a expliqué, mais monsieur, vous avez un problème. Et je me suis trouvé avec une police qui défendait les délinquants en disant, mais vous n'avez pas été tapé. Donc, de quoi vous vous plaignez? Et la police à Paris, par exemple, dans les quartiers difficiles, n'intervient que pour maintenir l'ordre en cas de manifestation. Et la tranquillité publique, elle s'en moque. On se rejoint bien. C'est que ça, c'est pas normal d'avoir des quartiers dans lesquels l'ordre républicain n'est plus respecté et qu'on va t'emmerder si tu signales effectivement que ça ne va pas. Il y a personne ne poursuit les policiers qui, à un moment donné, te disent « Ah, monsieur, vous signalez des problèmes, vous êtes en tort ». Et tant qu'il n'y a pas d'émeute, personne ne bouge. Et en réalité, les situations d'émeute… Alors, ça signifie bien… Mais j'ai affaire à un vrai gauchiste ce soir. Non, hein. Mais arrête de déconner. Toi, tu es un bourgeois des beaux quartiers. Nous, on te parle de la réalité. Je ne suis pas un bourgeois des beaux quartiers. Je constate. Tous les jours, on voit des policiers qui ne bougent pas lorsqu'il y a des troubles dans le… Alors, écoute-moi bien, c'est le problème. Il y a une émeute. Alors, on reprend calmement. Quand effectivement des policiers ne veulent pas intervenir, c'est qu'ils savent que s'ils interviennent, et on leur a dit, pas de vague, parce que sinon, c'est l'émeute. C'est ça qui n'est pas normal. Il y a des fonctionnaires qui ne font pas leur travail. Bon, écoute-moi bien. Et il faut les mettre chez Pôle emploi. L'impunité du fonctionnaire, toujours victime, c'est insupportable. Il ne pourra pas y avoir d'équilibre social tant que tu ne seras pas capable de dire à un fonctionnaire « tu déconnes, tu es chez Pôle emploi, tu es viré ». Écoute-moi bien. Il est exact qu'il peut y avoir des policiers qui ont peur d'intervenir dans un certain nombre de cas et qui n'ont… La peur, ça s'appelle un poil dans la main. Ce n'est pas vrai. C'est qu'il y a des fonctionnaires feignants. Est-ce que tu peux écouter au lieu de soliloquer? Est-ce que tu sais qu'effectivement, à chaque fois qu'il y a un problème et que les policiers vont se défendre, on commence par les mettre en examen pour soi-disant réformer, préserver leurs droits,
Mais moi, je voudrais que lorsqu'un policier est accusé peut-être de quelque chose, on le mette non pas en examen comme le malfrat, mais qu'on le mette en situation de s'expliquer. Hein, voilà, et avec des garanties. Et ça, parce que les termes sont importants. Aujourd'hui, on a bien vu ce qui s'est passé avec un policier marseillais qui a été même mis en garde à vue et ensuite incarcéré. Je peux te dire que quand tu as une opération de ce type, eh bien, effectivement, on te rejoint parce que le policier ne va plus vouloir agir car il sait qu'il sera, lui, l'accusé. Et ça, c'est un problème. Il ne faut pas renverser, ce qui ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir des bévues, hein, et qu'il ne peut pas y avoir eu des choses. Mais il ne dit pas que les policiers foutent rien. Ce n'est pas vrai. J'ai pas Mais dit il peut qu'ils y ne avoir. foutaient rien. J'ai dit que certains policiers ne Ah, bah foutent ça. rien. Dans le cas de mon commissariat, qui est celui du 19e arrondissement, il y a eu un infiltré qui, pendant 2 ans, a témoigné de ce qu'il voyait et il n'y a eu aucune poursuite disciplinaire, alors qu'il était manifeste qu'il y a des manquements graves au service public. Et tu comprends, on ne peut pas faire confiance à un service public en disant quand ça marche, c'est grâce à eux, et quand il y a un problème, ils ne sont jamais Alors, responsables, alors écoute-moi, que des gens disent il y a des problèmes où tu qu'on as voit tous les raison, jours. où tu as raison, c'est qu'il y a un problème d'autorité au sein de la police et qu'on a confié un peu trop, mais ça, je veux te dire, je connais même un président de la République qui a renforcé le pouvoir des syndicats et qu'il y a malheureusement dans la police le fait que ce n'est pas le ministre qui commande, c'est les commissions paritaires et qui font les avancements. Et ça, c'est un problème réel, c'est qu'on a laissé pourrir, je dirais, c'est un service public qui aujourd'hui est corporatisé. C'est-à-dire c'est la corporation qui se gouverne elle-même. Et ça, c'est pas normal. Il faut reprendre ça, ça prendra du temps, mais il faut se le mettre. Et il est vrai qu'il peut y avoir des dysfonctionnements que tu dénonces, mais ça ne signifie pas que l'ensemble des policiers doit être mis en Personne ne accusation. dit que l'ensemble. Tu comprends, entre 0 et 1, il y a une infinité de décimales. Maintenant, il y a dans les quartiers difficiles un constat, c'est que beaucoup de policiers sont vis-à-vis du public dans une situation de passivité ou de désintérêt qui nourrit la méfiance vis-à-vis de la Bon, police. écoute-moi, mon cher Eric, je vais te dire ceci. J'ai bien l'intention de tout mettre en œuvre pour être élu. Donc, Bien raison. si je suis On te député, soutient. merci, si je suis député, c'est peut-être une hypothèse, mais à ce moment-là, que tu me signales ce chose-là, je peux te dire que je l'ouvrirai et j'interviendrai de manière déterminée. Hein, c'est un engagement que je prends vis-à-vis de toi. Mais de grâce, il ne faut pas dire que c'est l'ensemble de la corporation. Il y a des dysfonctionnements, il y a effectivement parfois, je dirais, la volonté de certains policiers de surtout pas de vagues, parce que sinon, ça va nous revenir en boomerang, et c'est nous qui allons nous faire accuser, mais il faut que la police soit respectée et qu'elle fasse son travail, je suis d'accord. Nous sommes d'accord. Voilà, bah, tu vois bien. Comment sens-tu l'ambiance sur le terrain, Jacques? Alors, c'est très simple, parce que mes concitoyens, lorsque je suis sur le marché, j'en ai fait déjà quelques-uns, paradoxalement, ils ne me demandent pas quel est votre programme. Non, ils me disent, on est content que vous soyez là et que vous soyez candidat. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire qu'il y a une attente, pardon, c'est pas que les chevilles vont parler, une attente forte de la part de mes concitoyens à avoir un député qui fasse son boulot et un député qui tienne la rampe. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que, paradoxalement, bien sûr, j'ai mis dans un 4 pages assurer la sécurité, encourager une politique pour la natalité, prendre en compte les difficultés de nos concitoyens et notamment ceux qui sont en situation de handicap. Hein, tu vois, j'ai mis tout ça dans un 4 pages, dans la première page, développer le nucléaire, renforcer, réformer les lois soviétiques et SRU. Mais ce qui est paradoxal, c'est qu'on ne me demande pas ces sujets. On me dit, on se félicite, on vous félicite pour vous présenter car nous avons confiance en vous. Tu vois ce que je veux dire? Et que c'est aussi simple que ça. C'est à se demander si la fameuse formule de Bonaparte, n'est-ce pas, l'autorité vient d'en haut et la confiance vient d'en bas, il y a un moment, on assiste à ça. C'est-à-dire qu'on a un rejet total de la Macronie,
hein, ça c'est clair, de Macron, bien sûr, mais de tous les macronistes. Hein, voilà. Et je peux vous dire que c'est frappant. Et je pense que de très nombreux députés macronistes, et pas des moindres ou ceux qui se présentent, vont être battus par ce rejet, je dirais, viscéral qui traverse la société. Hein. Alors tu me diras, c'est pas une... Pardon? Comment tu expliques ce rejet viscéral de Macron? Ben, c'est très simple. Enfin, c'est quand même la politique. C'est Macron. Ils sont des clones, n'est-ce pas? Ils ont suivi Macron à telle enseigne maintenant que c'est extraordinaire. On est rentré, je dirais, dans le temps des renégats enfin, du manque de conscience. C'est que là où ils se présentaient tous avec Macron et puis le candidat local, hein, maintenant c'est bizarre, il n'y a plus une tête de Macron. C'est-à-dire, ils ont tué le père. Hein, c'est l'amnésie la plus totale. C'est le temps de la trahison, des renégats, alors même qu'ils doivent tout à Macron, parce qu'ils ont été élus par lui. Hein. Moi, dans ma circonscription, il y avait on pouvait se poser la question de savoir si Macron c'était le candidat et la Macronette qui était là, si elle n'était finalement que le suppléant de Macron, la suppléante, la remplaçante de Macron. Ben, c'est terminé. Braun-Pivet. Ah bon, tu penses? Oui, ça doit être ça. Bien, enfin, ce qui est certain, c'est que ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui, Macron, il a disparu, n'est-ce pas, des affiches. Bon, alors que, tout simplement parce qu'il y a un rejet. Voilà, il y a la discorde, je dirais, chez l'adversaire. Hein. Mais ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, on a quelque chose qui est frappant, c'est-à-dire que ces gens-là essayent de sauver leur peau. Ils ne vont pas y arriver, hein, je vous le dis tout net, mais ils essayent de sauver leur peau en se présentant comme s'ils étaient le poussin du jour et la vierge du jour. C'est pas acceptable. Je trouve ça, c'est pas honnête. Ils portent, je dirais presque, tu sais, selon la fameuse formule de l'Aiglon, ils portent sur leur front l'indignité. Alors, tu es par ailleurs maire de Maisons Laffitte, donc tu pilotes ou tu survoles, tu surveilles, tu supervises les procurations qui sont faites pour les élections. Est-ce qu'il y a vraiment une inflation des procurations? Il y en a beaucoup. Des campagnes de mails disant faites des procurations. Comment tu interprètes ça? Alors, le problème, c'est qu'effectivement, il faut trouver la procuration, c'est une procédure assez longue. Il faut commencer par aller au commissariat, etc. Ensuite, on la gère en mairie, mais il y en a beaucoup. Et la difficulté, moi, je suis saisi, par exemple, de gens qui me disent est-ce que je suis obligé de partir? Est-ce que je veux voter pour vous par procuration? Avez-vous quelqu'un? Bon, on a des difficultés parfois à trouver. Tu vois ce que je veux dire? Bon, il faut que ça soit accepté. On y arrive, mais il est exact qu'il y a beaucoup de procurations et que même si la procédure a été allégée par rapport à ce qu'on avait connu à un moment donné, il n'en demeure pas moins qu'il y a un jour qu'il va falloir quand même l'accélérer encore. Parce que le passage chez les policiers, c'est quand même assez long. Ils doivent vérifier un certain nombre de choses. Et puis ensuite, ça passe en mairie. Même si en mairie, les choses sont plus allégées qu'elles le furent. Et notamment au moment du vote, ça va très vite. Est-ce que tu penses que le nombre de procurations qui est en train d'enfler est de nature à changer le résultat du vote? Non. Et je vais dire pourquoi. Parce que souvent, alors on sait qu'il va y avoir une forte... bien au milieu de l'écran. Non, mais on a, comme tu sais, une grande... Enfin, on présume, on pense qu'il va y avoir une plus forte participation. On parle de 62%. Moi, j'ai déjà eu aux européennes, 62%. Quand tu photographies à 50% de votants, voire à 45% de votants une société, tu as des résultats. Si tu avais 59, 60 et même davantage, tu n'as pas véritablement, je dirais, de changement. Non, tu en as un peu. 2 points. Ouais, et encore. Et encore. Je te rappelle que les meilleurs sondages sont faits par je dirais, des listes, des panels, comme on dit, de 1000
853. Et là, c'est sérieux. C'est plus sérieux qu'un sondage à 500, à 900, etc. Mais quand tu as 45% de la population qui vote, elle tape pratiquement dans les mêmes strates si tu montes à 60. Tu peux avoir une légère, bien évidemment, différence. Tu peux avoir peut-être plus de jeunes, mais à peine, à peine. Bon, c'est vrai que les jeunes, moi, le jour où j'étais au premier, il n'y avait pas énormément de votants jeunes. Il y en a eu, mais il y en avait moins que des personnes qui ont 50 ans et plus, tu vois. Bon, mais ce qui est certain, c'est que là, on va avoir une forte participation. Ça, je le crois. Parce qu'il y a des enjeux forts, parce que il y a, moi, c'est très simple, hein, je me présente avec un affichage LR, c'est clair, c'est-à-dire avec, bien sûr, le logo des Républicains et Oser la France, et puis je n'ai personne sur ma droite directe, sauf une petite zémourienne attardée. Voilà. Mais ce qui est certain, non, parce que, bon, elle s'est fait engueuler par tout le monde. Bon, elle sera là, je sais qu'au deuxième tour, si j'y suis, elle votera pour moi. Mais ce qui est certain, c'est que, bien évidemment, on m'attaque en disant salopard, il est RN, etc. Moi, je suis désolé, je suis moi-même. Mon profil politique, il existe depuis des années. Hein. Je n'ai jamais changé de discours. Ça s'appelle la cohérence. Et donc, j'ai mis et répète, je ne suis pas une girouette. Mes concitoyens me connaissent sur une ligne politique. Alors, bien sûr, la polémique, c'est de te faire traiter d'extrême droite. Ah là là, extrême droite. En réalité, j'ai presque envie de leur dire, et puis il y a les extrêmes conneries auxquelles vous appartenez. Parce que franchement, quand on a que pour, et on l'entend dans la bouche de Macron, quand on a pour seul argument l'extrême droite, mais enfin, c'est quand même pas ridicule. Si vraiment le RN était un parti d'extrême droite, comment se fait-il qu'ils ne l'ont pas interdit? Comment se fait-il qu'il représente une majorité de Français? Enfin, il y a quand même des limites à l'imbécilité. Et je trouve, d'ailleurs, il y a un certain nombre de politologues qui le disent haut et fort, mais il y a encore quelques politiques qui ont quelques trains de retard, hein, et qui veulent se faire je dirais, qui veulent faire du buzz médiatique et vous accusent d'extrême droite. Libre à eux, mais eux, c'est les extrêmes conneries. Bon, c'est les petits milieux parisiens. Jacques, on te souhaite une belle réussite à ton élection. On souhaite battre Macron. Je leur dis, le courrier des stratèges là, a un mot d'ordre, c'est il faut battre Macron. Et on espère que tu battras Yael Braun-Pivet, qui n'est pas l'ami du courrier. Alors, je vais te raconter une petite chose parce qu'il m'est revenu ce soir qu'elle tractait, elle était venue. Moi, je disais au revoir à un fonctionnaire qui partait à la retraite. Et donc, aujourd'hui, j'étais allé à droite et à gauche, mais en fin de l'après-midi, j'étais dans ma mairie, dans mes fonctions de maire. Et il m'est revenu que cette brave ex-députée, n'est-ce pas, était en train de tracter dans la gare, sur les voies, pratiquement dans la gare. Et donc, je me suis posé la question, peut-être qu'elle cherchait les horaires pour partir très loin, ou qu'elle voulait partir en voyage, sentant que ça allait mal se placer. Libre à elle, hein. C'est une supposition, je n'en sais pas rien. Mais je n'ai jamais vu quelqu'un aller tracter dans la gare, qu'on tracte à la sortie de la gare, d'accord, mais dans la gare, ça m'était jamais venu, je dirais, à l'esprit. Je ne pense pas que ça soit illégal, hein, je dis, mais c'est quand même, c'est limite. C'est limite parce que c'est quand même un établissement public quelque part, hein, voilà. Et on ne va pas tracter dans la mairie. C'était peut-être la première fois qu'elle tractait dans sa vie, elle ne sait pas comment on fait. Non, 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 mais chaque fois que je la rencontre, c'est bonjour madame, au revoir madame. C'est aussi simple que ça. Mais je n'ai rien à lui dire. Un jour, je vais te raconter une histoire. Elle me dit, mais ce serait bien si vous venez déjeuner à l'hôtel de la Sèche. Je lui dis, mais qu'est-ce que j'irai y foutre? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec vous, madame? Je suis votre opposant politique et je ne vais pas aller avec vous. Je suis désolé. Vous invitez qui vous voulez. Alors, bien sûr, il y a d'autres maires qui sont là. C'est pas mon style, hein. Moi, je l'ai toujours combattu. J'ai combattu notamment le scandale de l'affaire Benalla où elle a cassé la commission d'enquête.
hein, faut quand même le dire, bravo, au mépris, je dirais, de la légitimité de l'Assemblée nationale. Donc, je vais pas, je dirais, pour moi, elle essaie de donner des leçons, mais franchement, qu'elle commence à balayer devant sa porte. Bon, écoute, merci Jacques de cette interview tardive, un peu animée. Toujours. Mais on a dit ce qu'on avait à se dire. Et puis, écoute, on te souhaite bonne chance et on en reparle rapidement. À bientôt. Salut et fraternité.